Bienvenue dans l'Unidacieusement Connecté, l'émission qui vous invite à vivre une connexion inattendue entre deux personnalités du monde. Elles abordent leur parcours, leurs rêves et participent à mettre en lumière de nouvelles perspectives pour l'égalité. Merci Déborah et Sylvie d'avoir accepté l'invitation d'être l'Unidacieusement Connecté aujourd'hui avec moi. Merci Sabine. Ravie. Alors, la question que je pose à tout le monde, parce que quand même l'objectif, c'est qu'on puisse échanger. Est-ce qu'aujourd'hui, vous deux, vous avez déjà eu l'occasion de vous rencontrer dans votre quotidien? Jamais. Pas du tout. Ok. Surtout que pour la petite originalité, parce que des fois, les connexions se font aussi avec des distances très lointaines. Là, si je ne me trompe pas, vous êtes toutes les deux en Île-de-France. Oui. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'Unidacieusement Connecté, c'est deux femmes connectées en Île-de-France. Cependant, elles ne se connaissent pas. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre ce temps avec nous parce que j'ai trouvé dans la lecture de vos parcours et vos histoires des choses intéressantes que j'aurais aimé échanger, partager toutes les trois. Donc, vous faites partie de ces femmes que j'appelle des femmes qui osent leur vie, qui osent avoir plusieurs vies. Et je pense qu'on va rentrer dans le détail parce que, en fait, Déborah, alors moi, j'ai déjà été, comment dire ça, interpellée parce que un coup, je voyais Déborah El Malek, un coup, je voyais Déborah Sportes avec le S qui se prononce, comédienne, chanteuse, peintre, donc tu as été sur YouTube, tu as lancé le street art des années 2000, tu as démarré comme présentatrice du Keno sur France 3, en plus pendant 11 ans, je me rends compte que au final, tu étais un visage que peut-être certaines personnes ont vu sans savoir, en fait, sans avoir ton histoire. Oui. Et donc, raconte-moi comment, en fait, toutes ces... Alors, je comprends que le street art est quelque chose de très, très ancré depuis les années 2000, mais comment tu t'es écrit ce parcours qui est franchement le tien, parce que personne n'aura un cumul de toutes ces histoires et toutes ces singularités. Et après, on fera des focus sur la partie autrice qui fera aussi sûrement le lien avec Sylvie qui se présentera après. Bien sûr. Donc, écoute, la réponse, elle est très simple. C'est un besoin de créer. Donc après, peut-être la chance que j'ai eue ou la recherche de moi-même que j'ai eue, ça a été d'essayer pas mal de centres de création. Et j'ai toujours gribouillé, dessiné, je pense même avant de parler, avant de marcher. Donc il y avait un certain attrait vers le moyen d'expression qui a été tout de suite avec les mains. Je travaille très peu, même maintenant, je travaille très peu au pinceau, c'est beaucoup avec les mains, beaucoup de dessins avec les mains, de mélange avec les mains, ça depuis mon plus jeune âge. Ensuite, la comédie s'est imposée. J'ai commencé le cours Simon très très jeune, j'avais 9 ans ou 10 ans, j'étais la plus jeune du cours Simon, parce que je pense que mon entourage a senti un besoin de m'exprimer et de canaliser peut-être une certaine énergie et une émotionnalité ou une émotion, un côté un peu écorché vif comme ça qu'il fallait en tout cas exprimer, étant toujours une hypersensible aujourd'hui. Et puis après, au fur et à mesure qu'on avance en âge, qu'on affirme une certaine maturité, on arrive à parler de ses désirs, ses ressentis, ce qu'on a envie de faire. Et je suis toujours animée et guidée vers ce besoin de créativité, création permanente. Donc, c'est vrai que suivant les périodes de ta vie, suivant l'âge que tu as, suivant les épreuves que tu vis, j'ai été très maman, je me suis beaucoup occupée de mes 2 enfants, donc il y a eu un besoin de rester beaucoup chez moi, d'où le besoin de peindre ou d'écrire beaucoup chez moi. Et puis après, ce n'est qu'un éternel recommencement. La peinture est née après mes années de télé. J'ai pas mal tourné dans des séries, j'ai fait le Keno pendant 11 ans, tu l'as très bien dit. J'ai fait pas mal de téléfilms et puis la peinture était très secrètement comme ça, gardée, cachée à la maison. Une rencontre en amène une autre, tu fais une première exposition, puis j'ai lâché un peu le milieu de la télé, des tournages parce que j'ai eu la chance que la peinture se mette à fonctionner de manière extrêmement habitée, extrêmement réelle dans mon quotidien. J'ai exposé dans beaucoup de pays. Et puis ensuite, je pense que quand on a le virus de l'écriture, du jeu et d'avoir un besoin toujours en quête d'une expression différente, c'est passé par l'écriture de mon premier roman, La saveur de nos vies. Vous deux, vous êtes fascinantes, vous jouez avec moi avec vos noms. Donc Sylvie, pareil, donc moi je connais Sylvie Lee, mais j'ai compris que Sylvie Lee avait aussi un autre nom. Alors moi j'ai cru que Sylvie Lee était ton nom d'autrice, mais en fait c'est ton vrai nom. Alors quelle est l'histoire de ton nom
et ça va emmener peut-être aussi l'histoire de tes origines et de qui est Sylvie, quel que soit le nom de famille. Alors, sur l'état civil, je m'appelle Sylvie Kanfousson. Mais Kanfousson, c'est le nom que mon père a inventé pour avoir des vrais papiers pour traverser la frontière du Laos en Thaïlande. Et c'est rigolo de se dire que dans les années 70, au Laos, on avait la possibilité de faire appel à des faussaires pour fuir l'invasion des communistes. Et mes parents sont des Chinois du Laos, donc ils se considèrent, enfin, ils ont toujours leur nom de famille chinois. Donc mon père, c'est le Li de Bruce Lee, le Li du prunier, et ma mère, c'est Tang. Et donc, pour moi, je me considère comme Sylvie Li. Je mets en avant mes origines chinoises, étant donné que j'écris des livres français-chinois depuis que j'ai donné naissance à mon petit garçon. Et je suis vraiment fière de ces deux noms parce que ça donne deux prismes différents sur mon histoire. Confuson, c'est la quête, enfin la fuite de mes parents, de mon père pour venir en France, la débrouillardise. Et donc, il devait trouver un nom de famille qui sonne laotien. Donc, il a utilisé le préfixe kram qui signifie or, le métal. Et il a ajouté Pousson en se disant que ça sonne bien et que, en fait, si vous tapez sur Google, il n'y a qu'un nom de famille qui est Kanfousson et qui correspond donc à ma grande famille du côté de mon papa. Et donc, je suis vraiment également très fière de Sylvie Li parce que c'est mettre en évidence le fait que je suis la deuxième génération. Et quand j'ai fait des études à Taïwan, semestre d'échange linguistique, eh bien, les Taïwanais me considéraient avant tout comme Sylvie Li. Ma carte d'identité, il y avait écrit Sylvie Li et pas du tout Sylvie Kanfousson. Et en fait, pour les Chinois, les Taïwanais, c'est tout à fait normal d'utiliser le prénom et nom chinois, c'est-à-dire celui qui ne figure pas sur l'état civil, mais qui est donné aux différents enfants, même s'ils vivent à l'étranger. C'est super. Donc, voilà. Donc, déjà, vous avez ce point commun qui est assez intéressant après d'histoires différentes et de raisons différentes. Et surtout, donc, effectivement, Déborah, tu as bien expliqué ton passage télé, comédienne, le passage dans l'art. Et puis, je t'ai coupé au moment où tu voulais lancer ta partie autrice, où tu t'es lancée à l'écriture. Et ce qui, moi, me fascine, c'est que tu t'es lancée dans cette écriture parce que tu avais envie de raconter des histoires de famille, en fait, des histoires de vie, des choses que peut-être aussi qui peuvent être tabous. Donc, je vois deux livres. Donc, le premier, La saveur de nos vies. Donc, je pense que tu peux nous expliquer quelle est l'histoire déjà du livre et puis peut-être l'histoire que sous-entend le livre, puisque je peux comprendre qu'il y avait une histoire peut-être un peu personnelle aussi qui se cachait derrière un roman aussi fiction. Écoute, La saveur de nos vies, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est galeriste, non pas artiste, mais galeriste, qui a un papa qui est mondialement connu parce qu'il est chef étoilé, reconnu un peu dans le monde entier. Et puis, on voit tout de suite depuis le départ qu'elle fuit un peu son père. Elle n'a pas tellement envie d'être collée à lui. Et son père va avoir un énorme souci et il va se retrouver incarcéré. Donc, à travers cela, elle va être forcée malgré elle parce qu'il l'a mise malgré elle gérante et responsable de certaines de ses sociétés. Donc, elle va être confrontée sans le vouloir et contre sa volonté au départ. Elle ne va pas avoir d'autre choix que de se mêler de cette affaire pénale, de récupérer certains dossiers, de se rapprocher des avocats. Et à travers toute cette histoire qu'elle va complètement rejeter au début et vivre avec une certaine violence parce qu'il va y avoir des conséquences pour elle dans sa vie professionnelle, dans la notoriété de sa galerie, dans la vie les artistes qu'elle représente. À travers cela, effectivement, des secrets de famille vont exploser et elle va réussir à percer certains abcès avec son père. Alors, La saveur de nos vies n'est pas une autobiographie à part entière parce que j'ai une énorme pudeur de montrer ma vie privée, même à travers les réseaux. Je me sers vraiment des réseaux comme si c'était mon attaché de presse, mais je ne montre jamais ni mes enfants,
ni mon amoureux, ni ma famille, ni là où je vis, ni ce que je mange, ni là où je vais en vacances, ni mes amis les plus proches, parce que j'ai une énorme pudeur dans la vie, et, ce qui est paradoxal par rapport au métier qu'on fait, mais j'ai une réelle pudeur. En revanche, la saveur de nos vies, comme chaque chose que je crée, que ce soit des tableaux, des romans, ma pièce de théâtre que j'ai en partie écrite, tu te sers toujours, je pense, d'événements que tu as vécu, de sentiments. Et je ne vis que sur le fil de mon extrême sensibilité. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent des événements de ta vie que tu as eu besoin, ou que tu as besoin de ressortir parce qu'ils sont guéris, parce que tu les as digérés, parce que tu les vois avec un petit peu plus de recul. Donc, pour répondre à une question assez intime, La saveur de nos vies n'est pas une autobiographie, mais j'ai connu l'incarcération d'un proche très proche, puisque c'était à l'époque de mon papa, il y a maintenant 25 ans. Et je pense que c'est une situation qui marque énormément et qui te met les tripes dehors et qui te force à vivre des choses d'une extrême violence tout en gardant beaucoup de recul et beaucoup de calme. Donc, 20 ou 25 ans après, puisque j'ai commencé l'écriture de ce roman en 2017, tu as un besoin de le sortir. Donc, ça a pu sortir avant dans des tableaux avec une certaine violence, une certaine façon de projeter comme ça avec des projections de peinture. Et dans La saveur de nos vies, j'ai pu caser mon histoire d'incarcération. Donc, ce n'est pas une autobiographie, mais tout ce qui concerne l'incarcération, ces détails, les bruits, les odeurs, les ressentis qu'on peut avoir, tout ça est extrêmement vrai. Et merci, parce qu'effectivement, de bien éclaircir que ce n'est pas une autobiographie, mais c'est une inspiration de choses que tu comprends et que tu as vécues pour que ça soit aussi plus proche de la réalité et partager quelque chose. Et pour toi, en tant que, tu l'as dit plusieurs fois, l'émotion, tu avais aussi des choses à vouloir mettre par écrit, que tu mets très bien par écrit dans tes œuvres, où effectivement, tu vas vraiment sur des réalisations du cœur. Donc, comme tu l'as dit, tu arrives même à ne plus avoir de pinceau pour être donné la liberté à ta main de faire comme elle le souhaite et comme elle l'entend. Et ça te permet aujourd'hui d'avoir cet art qui se couple maintenant à l'écriture, qui est une autre forme aussi de révélation. Et on arrivera sur la dernière, qui est le théâtre. Sylvie, quand tu entends ça te fait pas penser à des échos de choses dans ta vie où toi aussi tu as envie de raconter? Alors, chacune à sa manière, donc c'est aussi ce qui est intéressant dans cet échange, c'est que vous n'êtes pas pareil, donc chacune va le faire différemment. Je vois plein de similitudes avec le parcours de Déborah. Déjà, quand j'étais petite, mes cours préférés, c'était les cours d'art plastique au collège. Je m'évadais avec les projets que mon professeur d'art plastique nous donnait. C'était la première fois que je manipulais, je créais des œuvres, des dessins, mais pas que. Il y avait La liberté. C'est une forme de liberté et se dire, on sort du cadre. Et ce professeur, il m'a fascinée, il m'a donné l'envie de créer des choses que je voulais exprimer. Et donc, grâce à lui, à Monsieur Aubert, eh bien, j'ai découvert donc la BD, une bande dessinée. J'ai fait une petite bande dessinée. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser à toucher à différents matériaux. Et ma mère, elle se rappelle, c'est que je passais des heures et des heures, et c'était vraiment mon échappatoire par rapport à la routine. Et c'est vraiment des heures d'art plastique, même après. Par exemple, un cours, une œuvre, on pouvait le faire en 2 heures et puis basta. Non, moi, je cherchais à travailler davantage, à utiliser le café pour faire un parchemin, pour faire des tests, utiliser les cendres pour voir ce que ça donne. Et j'adorais ce côté expérimental. Donc, quand Déborah explique qu'elle a beaucoup aimé utiliser les matériaux, moi, en fait, avec mes parents qui sont venus en France avec des emplois très manuels au début, nous, on faisait des bijoux fantaisie à la maison pour aider mes parents à gagner un deuxième salaire. Eh bien, depuis que j'étais au CP, CE1 comme ça, eh bien, j'avais l'habitude de confectionner des choses avec mes mains et donc à même inventer des bijoux
Et c'était quand même, ça me permettait quand même d'inventer des choses de mes propres mains. Et j'avais également la chance d'avoir un papa qui adore faire des choses de ses propres mains. Il a un garage et il adore bricoler. Et ce qui m'a toujours fascinée avec lui, c'est quand j'avais envie d'avoir un meuble, il m'avait dit un jour, je lui ai dit, papa, est-ce que tu peux faire ce meuble-là? Et il m'a dit, bah, Sylvie, écoute, dessine-le et je te le fais. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de devenir architecte pour designer pour IKEA. IKEA, le catalogue IKEA, c'était mon livre préféré quand j'étais au collège. Je le dévorais. Donc, chaque année, il y avait le catalogue IKEA et j'observais vraiment comment est-ce que l'objet, la chaise a été confectionnée, dans quelle utilité, quelle fonction, etc. J'analysais le catalogue et j'adorais ça. Et malheureusement, bah, mon professeur d'art plastique m'avait recommandé de continuer les arts plastiques au lycée. Et bah, comme je suis enfant d'immigrés, je ne voulais pas trimer comme mes parents. Mes parents voulaient que je fasse un métier sécurisant, stable, CDI, etc. Je me suis écartée de cette filière-là, artistique, parce que j'ai vu que bah, c'était peu de débouchés, grosse compétition et voilà, donc beaucoup d'insécurité. Mais je me rappelle de cette liberté d'expression que j'avais pendant ces cours d'art plastique. Et là, je suis vraiment contente de retrouver cette liberté d'expression grâce à l'écriture. Et l'écriture, bah, c'est venu avec la naissance de mon enfant et c'était plus fort que moi. En fait, jamais je ne me suis dit, quand j'étais petite, jamais je me suis dit, bah, tiens, je vais devenir écrivaine. Pas du tout. Pour mes parents qui ont fini les études dès 15 ans parce qu'ils devaient travailler très tôt, parce qu'ils étaient dans une famille, des familles nombreuses, tout ça, bah, le livre, c'est un objet sacré pour eux. Et ils ont beaucoup de respect. Chez les Asiatiques, il y a beaucoup de respect envers le savoir, envers les professeurs. Et pour nous, mes parents, l'école, c'était la voie pour sortir de la classe ouvrière, sortir de la situation dans laquelle nous étions. Et donc, bah, j'ai fait un parcours classique élitiste, classe prépa, école de commerce, toujours par sécurité, c'est-à-dire, bah, faut trouver la voie pour avoir un avenir sécurisé, mais ça ne me convenait pas. Et donc, quand Déborah a dit on se cherche, quand je fais une rétrospective de ma vie, à chaque fois, je me cherchais, à chaque fois, je portais un masque. C'est-à-dire, on me dit, Sylvie, là, tu as un emploi, c'est rémunérateur et tu as une sécurité, etc. Je faisais le travail, je mettais un masque, je rentrais dans le moule, mais ce n'était pas moi. Et donc, je me suis faite violence comme ça pendant des années. Et là, maintenant, je suis responsable d'informatique à Valeo. Et je suis très contente également d'être bah, autrice de livres. Et je suis également bénévole. Et ce côté multi-activité, multi-casquette, sincèrement, c'est ça qui me nourrit. Et franchement, je me dis, quand on donne la vie, eh bien, quand on devient mère, on ose faire des choses pour son enfant. Et donc, mon enfant, vers 3 ans, il a commencé à se demander pourquoi je n'ai pas de papa, pourquoi j'ai de maman. Et donc, moi, je me suis dit, bah, tiens, c'est vraiment intéressant qu'il connaisse l'histoire de sa propre conception. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'écriture de mon livre jeunesse qui s'appelle La conception de Léo avec la PMA. Mais j'ai toujours écrit. En fait, depuis que je suis petite, j'aime bien tenir un journal de bord. Comme Déborah, j'ai une hypersensibilité et je trouve ça hyper important pour moi d'écrire sur le papier mes émotions, mon ressenti par rapport à mon quotidien. Et ça me permet de baisser la charge mentale pour moi. Donc, le fait d'écrire ce projet, ce livre jeunesse a été une aventure incroyable.
C'est-à-dire que c'était la première fois que j'osais écrire un livre jeunesse, alors que pendant longtemps, je me suis mise des barrières. Je me suis dit, mais non, qui t'es, enfant d'immigrés, tu vas commencer à écrire des livres alors que tes parents, ils ont arrêté l'école très tôt, etc. Et en fait, ça a été plus fort que moi. J'avais envie que mon enfant connaisse sa propre histoire parce que dans la littérature jeunesse en France, vous avez très peu de livres qui expliquent la PMA aux enfants et en particulier la PMA des lesbiennes. Bien Comme ça sûr. restait tabou, alors qu'il y a plus de 25 000 naissances en France réalisées via une PMA, tout couple confondu. Donc, c'est quand même énorme. Voilà. Mais sinon, avant de créer ce livre-là, j'avais déjà commencé à réaliser des images bilingues français-chinois en 2021. Donc, c'est bien plus tôt. Et en fait, ça, c'était venu d'un besoin. C'est que mon fils, il a pris un livre chinois importé de Chine. Il l'a présenté à ma femme et tout écrit en chinois. Et ma femme a dit, je suis désolée, mais là, je ne vais pas pouvoir te lire parce que je c'est pas lire le chinois. Et donc, je ne peux que t'expliquer, te décrire les images. Et là, à ce moment-là, j'ai souri et j'ai trouvé ça trop, trop mignon. Et je me suis dit, et si j'écrivais mes propres les images bilingues, étant donné que à la naissance de mon fils, je lui ai fait la promesse de ne lui parler qu'en chinois mandarin. Et que j'ai essayé de trouver des supports pédagogiques, des livres pour enrichir son vocabulaire et le mien. Et donc, quand j'avais vu que l'imagier français-chinois des fruits et légumes, c'était principalement des fruits et légumes de France, européens, et qu'il manquait tous les fruits et légumes d'Asie, d'Afrique que nous avons l'habitude de manger, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Et c'est comme ça que j'ai réalisé mon premier imagier de manière complètement autodidacte, avec ma prof de chinois qui est basée en Chine et qui me soutenait à fond. Et voilà, et donc je suis rentrée dans l'auto-édition avec mes imagiers bilingues français-chinois. J'ai fait 3 collections, des imagiers simples, des cherche-trouve et des livres de coloriage. Et c'est vraiment né d'un besoin de, comment dire tel mot, et OK, autant l'écrire, et si c'est utile pour moi, ça peut être également utile à d'autres mamans de la deuxième génération. Voilà. Super. Déborah, envie de compléter, de partager. Ah non, c'est fascinant parce que c'est marrant. Tu as dit que tu as toujours écrit dans des. Tu as toujours eu un journal. On appelle ça un journal, mais voilà, c'est un carnet d'auto-secret, quoi. On pourrait appeler ça. Et c'est marrant. Ouais, je vais rebondir là-dessus parce que j'ai jamais réussi. Tu vois, l'hypersensibilité peut aller jusque-là, ou même avant d'arriver à oser avec toi-même, ça aussi, ça a été un travail. Et mes années C'est-à-dire que tu as d'analyse. été pudeur avec toi-même, tu n'osais Ouais. pas écrire. Oui, est-ce qu'à partir du moment où tu le fais vivre, c'est qu'il existe ce sentiment, que ce soit du chagrin, de la peine, de la joie, de l'amour, du regret, j'en sais rien, on peut mettre n'importe quel mot là-dessus. Est-ce qu'à partir du moment où tu le jettes sur un papier, c'est le faire exister? Et tant que tu le gardes pour toi, en fait, tu as cette espèce d'auto-intimité, mais qui peut être extrêmement destructrice, qui peut t'empêcher d'avancer, parce que tant que tu ne regardes pas les choses en face, on ne peut pas les régler. Et peut-être que moi, ça a été plutôt les années d'analyse qui m'ont aidé d'aller parler. J'avais certainement du mal à communiquer avec ma mère, qui n'était pas très communicante, très ouverte à tout ça. Et c'est vrai que les années d'analyse m'ont peut-être servi de journal à moi, tu vois, et finalement, ces années d'analyse m'auront inspiré la pièce de théâtre, puisque c'est un trio huis clos entre le papa, la fille et la psy. Et c'est certainement à travers l'analyse que j'aurais fait mon journal intime. Et je n'ai jamais eu de journal intime, même gamine. Il y avait une espèce de non-autorisation, ou de peur, ou de pudeur, de timidité, je ne sais pas, à faire exister des choses. Donc, c'était toujours en circuit fermé, circuit fermé, circuit fermé. Ce qui fait que c'est vrai qu'à un moment donné, tu t'isoles et tu as une espèce de solitude qui n'est pas forcément subie, mais qui est réelle, parce que communiquer, c'est difficile. Et puis, en tant que sensible, tu as peur qu'on se serve de tes faiblesses après pour t'attaquer. Après, on rentre dans un espèce de cercle vicieux où les artistes et les créateurs se comprennent. Et c'est vrai qu'avant d'arriver à jeter ça sur des tableaux
ou dans un roman ou dans l'écriture d'une pièce, je pense que mon journal intime aura été mes années d'analyse avec les différents thérapeutes que j'ai eu la chance de croiser et qui m'ont, avec une certaine complémentarité, en tout cas, m'auront aidé un par un. Mais oui, je rebondis sur le journal intime parce que j'en ai jamais eu et je Moi, trouve ça vachement. je confirme que les thérapeutes sont vraiment nécessaires. J'en ai eu besoin, notamment parce que j'ai été diagnostiquée bipolaire. Et Ah, je le dis, hein, mais ça n'a pas été évident. Et là, en mars dernier, après 9 ans, enfin 9 ans après mon épisode maniaque, où j'ai eu l'écriture automatique, j'ai c'est fou ça, hein. j'ai écrit enfin, pendant mon épisode maniaque en Belgique, j'ai écrit des poèmes. Enfin, j'ai exprimé énormément de choses. J'ai eu l'écriture automatique, j'ai écrit 5, 6 poèmes. Et je savais que je n'étais pas vraiment moi-même, mais je ne m'en rendais pas compte. Et là, en fait, depuis que donc j'ai été stabilisée, tout ça, en mars dernier, j'ai rencontré un expert en bipolarité, un psychiatre expert en bipolarité, qui m'a dit, bah, non, madame, vous avez la signature de la bipolarité parce que vous avez été maniaque une fois dans votre vie. Et moi, en fait, pendant très longtemps, depuis que j'allais mieux, je me suis interdite enfin, je voulais qu'on me retire l'étiquette, c'est-à-dire, je ne suis plus bipolaire. Et maintenant, bah, je comprends qu'avec mon hypersensibilité, bah, c'est une force parce que ça me permet de ressentir des choses différemment, d'être plus créative, mais également, bah, si jamais je reçois une mauvaise nouvelle, je peux être très down. Et c'est pour ça que quand je suis down, j'ai besoin d'écrire pour libérer et bah, faire baisser la charge émotionnelle qui est trop négative. Et sinon, bah, je ne me sens pas bien. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, les thérapeutes, pendant très longtemps, ma mère a considéré que j'étais très étrange, pourquoi j'avais besoin de me faire soigner avec un psychiatre. Parce que, vous savez, dans la communauté asiatique, la génération de mes parents, consulter un psychiatre, c'est peut-être être fou. Et, mais oui, mais Mais c'est encore le cas. Et donc, bah, ma mère, pas de bol ou pas, mais elle a une fille qui est à la fois lesbienne et bipolaire, la totale, quoi. Mais je me dis, ça m'a sauvé la vie. Et donc, je me dis, en fait, tout le monde devrait avoir un suivi ponctuel, des fois, pour sortir de la dépression, sortir d'une mauvaise bien passe, sûr. parce que c'est un espace et les sessions de thérapie avec un regard objectif et médical. Vraiment. Et ce qui est beau dans vos deux histoires, c'est que de toute manière, vous construisez des choses avec qui vous êtes. Vous avez trouvé vos manières de vous exprimer et donner vie à toute votre hypersensibilité et vos messages, parce que c'est des messages qui sont les vôtres, mais qui aujourd'hui dans le quotidien sont peut-être pas assez visibles, pas assez dit, pas assez racontés. Et chacune, de par ce qu'elle ressent, se dit, bah, moi, je vais le créer et je vais apporter mon histoire derrière. Et donc, c'est comme ça que, donc, Déborah, tu t'écris un premier livre, donc tu lances le deuxième, où j'ai adoré le titre. Quand je chante, on ne me regarde pas, on m'écoute. Donc, c'était quoi le titre est juste beau, et après, en lisant quelques pages, je ne l'ai pas fini. Je vois l'idée, mais tout le monde ne le voit pas, donc je te propose d'en parler un peu et donner envie à nos... Écoute, l'idée de ce titre, c'est, je trouve qu'on est extrêmement enfermé dans des dictates, dans des apparences. On vit tous avec une apparence. On a beau dire on s'en fout, on est quand même beaucoup dans une apparence. Donc j'ai eu envie d'écrire l'histoire d'une jeune femme qui est extrêmement mal dans sa peau, mais qui malgré elle va pouvoir complètement interpeller et laisser les gens sans voix, puisque cette jeune femme, dès qu'elle parle, dès qu'elle chante, tout le monde s'arrête de parler parce que tu ne peux que l'écouter. Dès qu'elle prend son inspiration et qu'elle commence à chanter dans un des derniers clubs de jazz de Paris, quand elle commence à chanter, tout s'arrête. Et qu'importe le parcours qu'elle a pu avoir,
puisque cette jeune femme a un parcours assez… Écorché. Elisa a un parcours extrêmement écorché, une histoire qu'elle ne connaît pas. Elle a été à la limite de la maltraitance psychologique, non pas physique, mais psychologique, par une maman qui a eu une vie très compliquée. Elle pense connaître son histoire. Elle a dû renoncer à sa vocation de médecine. Elle était brillantissime. Elle a commencé ses études de médecine. Elle a dû abandonner par manque de moyens parce que sa mère lui a tout enlevé. Et elle avait ce don. Elle est née avec ce don vocal au début, qu'elle ne prenait pas au sérieux. Puis grâce à la mère de sa meilleure amie d'enfance, elle va commencer à exploiter ce don et à se rendre compte qu'elle peut gagner sa vie avec ça. Elle va se construire sa vie autour de ce don, construire sa vie avec 2, 3 amis qui vont devenir son socle affectif, sa famille de cœur. Et à travers ça et à travers ce roman, elle va commencer à comprendre son histoire qu'elle ne connaît pas, puisque sa mère lui a menti en lui faisant croire que son père était mort quand elle avait 1 an, alors que tout ça était faux. Et elle va petit à petit, en s'appuyant sur ce don et en s'appuyant sur c'est quasiment une électricité d'onde qu'elle a quand elle chante, où les gens sont complètement subjugués, avec ces forces-là et les 2, 3 personnes qui l'aiment pour elle, pour ce qu'elle est autour d'elle. Elle va réussir à lever le voile sur son histoire et à comprendre exactement d'où elle vient, pourquoi, comment. Et donc le titre, c'était simplement parce que quand je chante, on ne me regarde pas, on m'écoute. C'est le seul moment de ma vie où on ne me regarde pas. Et Elisa a souffert du regard de sa mère. T'es trop grosse, t'es trop ci, t'as des cheveux blancs, t'as des rides, tiens-toi droite. C'est pas comme ça qu'il faut écrire, c'est pas comme ça qu'il faut marcher, c'est pas comme ça qu'il faut parler, c'est pas comme ça que j'aurais voulu que tu sois. Et elle en peut plus de ça. Donc elle sort de cette prison visuelle et grâce à ce don vocal, dès qu'elle chante, d'ailleurs, je le décris dans le roman. Je suis pas toujours pour les scènes de grande description, mais c'est important de savoir. C'est une jeune femme qui n'a aucun plaisir à s'habiller, qui est très simple, qui est ronde, qui ne se maquille pas, qui n'a pas recours à ses artifices, en tout cas, pour se montrer ou se camoufler. Elle est telle qu'elle est, et dès qu'elle commence à chanter, c'est elle, et on l'écoute et on arrête de la regarder, et on oublie qu'elle est ronde, qu'elle n'est pas jolie, qu'elle a 3 cheveux blancs, qu'elle a des cernes, qu'elle est fatiguée. Et c'est pour ça que j'ai donné ce titre, qui m'est venu d'ailleurs, en principe, les titres de mes œuvres viennent avant le début de l'écriture. D'accord. Très, très bien. Et donc, tu poursuis l'écriture et là, tu arrives sur l'écriture de ta première pièce de théâtre donc qui est sortie l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, en 2022, donc au Théâtre Mathurin pour démarrer. Ouais, aujourd'hui, tu enchaînes au Théâtre de Passy. Alors, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, donc c'est un trio sur scène. Donc, redis-nous pourquoi c'était important de raconter cette histoire et d'où est venue aussi cette thématique, parce que ça tourne finalement beaucoup autour de la place de chaque être dans sa famille, quoi, au final. Oui, je pense que la famille et tout ce que cela peut engendrer, quel que soit, regarde, les différences culturelles qu'on puisse avoir, les différences de pays. Pour moi, en tout cas, la famille est réellement un laboratoire de création qui est sans limite, sans borne, et on peut s'en amuser énormément. Donc, l'écriture de la pièce est venue, oui, entre mes 2 romans. Passionnée de théâtre, hein. J'ai fait 10 ans de cours d'art dramatique. Je suis une passionnée. Quand je ne joue pas, je suis au théâtre 3 fois par semaine. Je vois tout ce qui se fait. Et puis un soir, en rentrant d'avoir vu une pièce qui m'a un peu bouleversée, j'ai dit, oh là là, mais je vais quand même essayer d'écrire une pièce. Et puis ça a cheminé. Le lendemain matin, j'avais le titre. Au départ, ça s'appelait Jeudip, J''Deep, parce que j'ai toujours été très proche de mon papa. Ça, c'est vrai. On m'a souvent reproché, les hommes qui sont passés dans ma vie quand j'étais plus jeune, de ne pas laisser de place, puisque l'homme de ma vie, c'était lui. Et il y a un moment donné où on lève le voile sur ça, on essaye d'en guérir, on essaye de comprendre. Et puis quand tu commences à guérir, moi, c'est toujours ma façon de faire. J'ai besoin d'exprimer, de le faire. Donc, je suis partie d'une relation extrêmement fusionnelle avec mon père que j'ai. Après, la pièce n'est évidemment pas, et heureusement pour moi, autobiographique, parce que tu prends quelque chose de ressenti, puis tu le laisses exploser, et c'est là que la magie intervient. Tu parlais d'écriture automatique tout à l'heure, Sylvie. Quand je commence un roman ou je commence un récit comme la pièce, c'est la magie de l'écriture. C'est là que j'adore dire qu'il y a des gens qui se mêlent, il y a des anges, où il y a des gens qui viennent te prendre ta main et te jeter des trucs comme ça qui font que tu vas dans l'extrême humour, dans l'extrême sensibilité, ou dans ce qui est énorme d'ailleurs, et plus c'est gros, plus ça passe.
Et c'est ce qui s'est passé avec la pièce. Voilà, la psy, le père, la fille. Et voilà, après, ça s'est enchaîné. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit arrête de le faire lire, je vais t'aider à la monter. On m'a présenté David Bazan, qui est le metteur en scène qui nous a mis en scène. Voilà, il m'a dit est-ce que tu accepterais que je réécrive un petit peu pour remanier ça. Voilà, je lui ai confié les manettes avec tu sais, c'est comme l'écriture automatique dont tu parlais, Sylvie. Il y a un moment donné, tu es guidée par un instinct. J'ai même pas réfléchi, j'ai dit écoute, reprends le texte et oui. Et voilà, donc on est devenus auteurs tous les deux de cette pièce géniale. Et lui connaissait bien Elisa Servier. Après, Jandel est venu rejoindre le casting. On a cherché le papa un petit peu, mais pas très longtemps. Et c'est une aventure qui est complètement magique, quoi. On a trouvé le théâtre dans la foulée. Et voilà, après, il y a toujours des galères de production dessous. Le théâtre, c'est compliqué, mais voilà, je pense que quand quelque chose doit se faire, ça se fait. Et je suis remontée sur scène après des années d'ombre. Et on s'amuse. Je pense avoir 15 ans d'âge mental, 5 soirs par semaine, en tout cas, depuis le mois de septembre. Et les Mathurins nous ont prolongé 2 fois parce que ça marchait très fort. Et les gens du théâtre de Passy étaient venus nous voir 2 fois. Et voilà, il y a 1 mois et demi, ils nous ont dit écoutez, nous maintenant, on programme des pièces l'été parce qu'il y a toujours des gens, il y a toujours des touristes. Est-ce que vous voudriez faire juin, juillet, août? Et ça ne nous a pas pris longtemps, hein. Je pense que ça nous a pris 5 minutes chacun. Et on a dit oui parce qu'on a la chance, en plus de très bien s'entendre dans la vie tous les 3 et de se voir, même quand on ne joue pas, on est très liés. Donc voilà, c'est un pur plaisir. Et si on arrive à emmener cette pièce en tournée ou à l'étranger ou ailleurs, on sera ravis. Voilà. C'est super. Et ça m'emmène à une question. Alors, nous, avec les Lumidasseuses, on avait eu un échange avec Léna Brévan, que tu dois connaître sur la mise en scène de plusieurs pièces de théâtre et puis aussi comédienne, qui disait que quand tu prends le pouvoir aussi d'écrire ou de mettre en scène, tu trouves aussi des choses qui te correspondent et où la place de la femme n'est pas caricaturée ou portée par qui vont avoir une vision biaisée. Et là, c'est intéressant parce qu'au final, tu as tout construit toute seule et David est arrivé au moment où, mine de rien, il y a un père dans cette histoire. Et il fallait aussi une vision homme pour créer aussi quelque chose de cohérent. Et je trouve ça sympa, cette double alliance et tout. Et moi, je trouve c'est vraiment ce qui va être de plus en plus intéressant aujourd'hui, c'est vraiment créer des contenus. Parce qu'on fait beaucoup attention à ça. Et c'est ce que je pousse beaucoup avec l'association Les Lumidasseuses, c'est donner des contenus diversifiés avec vraiment des histoires, des personnes qui racontent des choses avec leur angle et qui ont aussi l'intelligence, des fois, de demander un regard opposé au leur pour que ça crée quelque chose d'abouti et qu'on ne se retrouve pas dans le parti pris de bon, alors, je suis une femme, je reprends le pouvoir sur tout et ça devient comme ce qu'on a vécu avec les hommes, le ricochet d'une vision unilatérale d'un monde où, je suis désolée, on habitera toujours ensemble. et c'est intéressant de voir comment tu l'as monté et j'aime bien cette phrase que tu mets en accroche. Et si aimer, c'était aussi pouvoir quitter. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important là. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui dans toutes ces histoires de couple. On parle de féminicide, etc., de plein de choses. Et c'est aussi ça, c'est aimer, c'est savoir dire à quelqu'un « je t'aime assez pour te laisser partir ». Ça va peut-être faire écho chez toi, Sylvie, à tes parents. Tu le disais tout à l'heure, bipolarité, lesbienne, un enfant en PMA, etc. Ça, beaucoup de choses pour des parents qui n'avaient pas vu tout ça, ou en tout cas n'avaient même pas conscience que tout ça pouvait exister. Et ça a été, je crois, très dur dans ce que tu as vécu. Et ça, je ne peux que l'imaginer. Et voilà, ça fait aussi partie du parcours que aujourd'hui tu veux aider d'autres à ne pas vivre de la même manière. Mais tes parents, finalement, ont compris aussi que t'aimer, c'est aussi accepter et te laisser partir, pouvoir te quitter dans le sens de laisser ce que tu n'étais pas la Sylvie, quand je dis que vous avez plusieurs vies, la Sylvie que eux ils avaient dessinée dans leur livre à eux, hein, parce qu'au final, aussi, ils avaient leur journal avec les différentes étapes de la Sylvie qu'ils attendaient. T'en penses quoi de ce que... Alors, je confirme que là, maintenant, j'ai de très bonnes relations avec mes parents depuis la naissance de mon enfant. Et ça a été une vraie victoire. Mais pendant mon adolescence, quand j'ai découvert que j'aimais une femme et que ma mère m'a bien montré qu'elle n'acceptait pas cette relation, j'en ai beaucoup souffert. J'ai été victime de lesbophobie de ma propre maman et ça, c'est juste très difficile à accepter en tant qu'adolescente qui essaie de se chercher, de grandir et d'avoir des repères.
Et c'est le cas de beaucoup d'Asiatiques, de femmes asiatiques, d'hommes asiatiques, adolescents. La communauté asiatique, elle peut être vraiment LGBT-phobe au sein de la famille. Et en fait, ma mère m'a expliqué en février dernier, quand j'ai proposé à ma mère de participer à un festival des printemps avec moi pour tenir mon stand pour promouvoir mon livre. Ma mère était d'accord. Et ensuite, quand j'ai expliqué donc que mes parents ont cheminé vers la déconstruction du modèle hétéronormé pour m'accepter tel que je suis, etc., ma mère m'a expliqué les circonstances dans lesquelles mon père a découvert mon lesbianisme. En fait, un peu avant que ma mère me out vis-à-vis de mon père, au sein de l'entreprise de mon père, il y avait un collègue d'origine portugaise qui avait annoncé à ses collègues qu'il avait une fille lesbienne et qu'il avait reniée et qu'en fait, elle s'est suicidée. Et ça a été un choc psychologique pour tous les collègues. Et c'est à ce moment-là que mon père, il avait compris que c'était mieux d'accepter ses enfants à leur orientation sexuelle plutôt que de les voir mourir. Et donc, quand ma mère a dit à mon père, bon, bah, ton enfant, ta fille aînée préférée, bah, elle est lesbienne, elle aime les filles, mon père a rien dit. Et ça a été un grand soulagement pour moi, mais ma mère ne m'avait pas donné toutes ces circonstances. Et donc, maintenant que je sais, eh bien, je me dis, heureusement, que malheureusement, il y a eu cet épisode avec le collègue portugais et le suicide, mais mon père a pris conscience, et ça, c'est l'essentiel. Et je suis en train d'écrire un deuxième livre qui va être dédié à mon papa. Et c'est parce que j'ai envie de le remercier de m'avoir accepté tel que je suis, mais également pour le remercier des richesses immatérielles qu'il m'a transmises, à savoir le multilinguisme, parce que chez nous, il y avait 3 langues qui étaient parlées à la maison. Il y avait le Téthiou, le chinois mandarin et le laotien. Mes parents utilisaient le laotien pour se dire des secrets entre eux. Et le français était la 4e langue que j'entendais à mon entrée en école maternelle. Et donc, Alors, je comprends le Titu, donc c'est un dialecte qui est, en plus, malheureusement, en voie de disparition, qui est plus très parlé. il est pas très parlé, il est de plus en plus perdu. Et donc, c'est pour ça qu'il y a l'Association des jeunes Tétios de France qui a été fondée par Denis Do, notamment, qui essaye de valoriser ce dialecte-là. Et il y a vraiment une volonté forte de proposer des échanges, des rencontres en parlant que en téthiou. Moi, maintenant, c'est très dur pour moi de parler encore en téthiou. Je parle, par exemple, dans une conversation, 80% en français, 20% téthiou, et donc, c'est pas terrible. Et oui, j'ai préféré apprendre, perfectionner mon chinois mandarin à mon retour de mon semestre à la National Taiwan University à Taipei. Mais je suis quand même Téthiou à la base et je suis quand même fière de ce dialecte-là. Mais c'est vrai que quand on veut parler ce dialecte-là, on n'a pas la diversité des applications ou des méthodes de langage, d'apprentissage. Voilà. Et donc, c'était par facilité de choisir le chinois mandarin. Très bien. Alors, on va presque clôturer. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de vous rencontrer parce que même moi, je vous découvre aussi parce que vous allez toujours dire des choses que je ne savais pas ou que je n'ai pas trouvées en fouillant partout ou même lors de nos échanges. Et donc, vraiment, je suis ravie. Merci. J'ai 2 questions qui sont toujours les questions de la fin pour nos invités. La première, c'est on est dans l'humidacieusement connecté, donc c'est ces moments de connexion. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé ces dernières années qui ont connecté tout le monde, le Covid. Donc, question pour chacune. Qu'est-ce qui a peut-être bouleversé vos vies ou qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors là, je parle vraiment de vous. Alors, j'ai compris, Déborah, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc je ne vais pas te demander tous les détails, mais qu'est-ce qui, à l'après-Covid, a peut-être eu un impact fort dans qui tu es et qui va être la Déborah des 10 prochaines années parce qu'il y a eu quelque chose de fort, quel que soit où on vivait, qu'on a vécu dans cette période. Et puis pareil pour toi, Sylvie, est-ce que ça a été un déclencheur plus important de tes accélérations, de ta double carrière d'autrice? À vous de me dire.
Écoute, en ce qui me concerne, il y a eu une prise de conscience. Une sorte de... Je suis pas moralisatrice, vraiment. Je veux pas avoir ce rôle-là et je ne l'ai même pas dans ma vie, mais il y a une prise de conscience sur une sorte de message pour les humains. Et à un moment donné, il faut dire stop à beaucoup de choses, prendre le temps de regarder, prendre le temps de réfléchir. Et je pense que j'ai appris à dire, même si je suis assez reconnaissante de beaucoup de choses, on apprend à dire merci maintenant de ce qu'on a, de ce qu'on est. Et c'est le seul moment, je pense, depuis le début de l'humanité où la Terre entière a vécu la même chose au même moment, avec les mêmes conséquences, qu'elles soient économiques, conséquences de privation de liberté, conséquences d'incapacité de mouvement, d'impossibilité de tout, en fait. Et j'ai trouvé cette remise à niveau, cette remise à l'heure. Il n'y avait plus de décalage horaire, il n'y avait plus de raisons économiques, il n'y avait plus de questions de sous. On allait à l'essentiel, on ne pouvait sortir que pour se soigner ou pour manger. Et pendant un temps donné, pendant un souffle, pendant cette pause qui a duré 2, 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, ne parlons pas des conséquences, je parle vraiment de l'action du Covid et de ce confinement qui est devenu mondial, universel, au même moment où on était tous réglés comme du papier à musique, avec les mêmes activités, les mêmes autorisations, les mêmes choses, on a quasiment tous eu les mêmes réflexes de se remettre à faire à manger, se remettre à s'asseoir par terre dans un jardin les 20 minutes où on avait le droit de sortir. Alors aujourd'hui, parfois, je me rappelle un petit peu de ça et je pense que moi, en tout cas, ça m'a fait un petit rappel à l'ordre de ne pas oublier que même de pouvoir aller prendre un café avec une amie dehors une demi-heure, ça reste une joie et ça reste un moment de vie énorme de sortir avec mes enfants, de pouvoir... voilà, je l'ai plus pris comme ça, je ne l'ai pas pris avec colère, ni avec rage, ni avec une rébellion particulière. Voilà. En plus, j'ai été atteinte d'un des premiers Covid longs, donc je suis restée couchée pas loin de 4 mois. Mais ça donne à Ça relativise. réfléchir, ouais. Bah oui, tu as plein d'activités, tu fais plein de choses, donc du jour au lendemain, pas de galerie au bout du monde, pas de... Voilà, donc tout était en stand-by et te recentrer sur... J'ai écrit le deuxième. C'est ça. Merci pour ça. Et que j'invite tout le monde à regarder. J'ai trouvé, donc le titre m'avait interpellée, mais j'ai trouvé aussi l'histoire intéressante et je ne l'ai pas fini, mais je vais le finir. À toi, Sylvie, dis-nous ce que le Covid ce que ça tombait alors à quel moment par rapport à ton fils parce que là, j'ai pas les... Il a 3 ans. Donc... il a 4 ans, mais donc il avait 2 ans et ça tombait avec le racisme anti-asiatique qui a atteint des sommets énormes. Il y avait de la haine, déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Mes parents, ils étaient affolés. Tout le monde était très inquiet au sein de la communauté de mes parents. Ils se disaient, mais en fait, aller à Paris 13e, c'est même dangereux. On peut se faire cracher dessus. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de prendre conscience de ce racisme anti-asiatique qui était ordinaire, banalisé, méconnu. Et en fait, la Covid a mis en lumière ce racisme anti-asiatique qui a pris des proportions inégalées. Et donc, pour moi, en fait, c'est mon militantisme qui se base dessus et sur la lutte contre la haine anti-LGBT, donc à l'intersection de ces deux formes de discrimination. Ça, c'est vraiment l'après-Covid, ce que ma communauté a vécu et ce que j'essaie de sensibiliser quand je fais mes rencontres littéraires grand public. Je leur dis, l'homophobie tue, mais le racisme anti-asiatique tue également. Voilà. Et sinon, oui, pendant la Covid, j'ai continué à écrire et surtout, je me suis dit, en fait, rien n'est gagné et c'est également important de se satisfaire de ce qu'on a fait aujourd'hui, de profiter du moment présent.
notre enfant, avec ma femme, avec mes parents. Pendant la Covid, j'avais pris l'habitude tous les jours de faire une visio avec mes parents pour leur montrer notre enfant, pour qu'ils aient cet instant de bonheur partagé, parce que on était isolés. Eux, ils étaient là-bas et nous, on était ici. Et j'avais envie quand même qu'ils passent 5 minutes ou 10 minutes à voir leur petit-fils, parce qu'à chaque fois qu'ils voient leurs petits-enfants, ils sont heureux. Ils ont un moment où ils sont très contents. Et donc, pour moi, c'était important de maintenir ce lien-là avec mes parents. Tout à fait. Un des liens qui nous lie aussi, mesdames, c'est que tout le monde ne le sait pas, j'ai des enfants eurasiens. Donc, j'ai effectivement aussi cette multiculturalité dans ma maison. Et comme je dis toujours, je cohabite avec, j'ai 3 continents qui vivent ensemble. Et donc, c'est assez intéressant parce que tout ce que vous faites chacune de votre côté fait partie de ce que moi, je dois mettre dans le checker de la vie au quotidien chez nous, avec des questionnements sur la culture asiatique, de comprendre le racisme. Alors, typiquement, je pense que beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer que le grand-père de mes enfants est vietnamien. Donc, moi, j'ai déjà eu des cas où on m'appelait en me disant personne n'est venu chercher votre fils, dépêchez-vous, etc. Et je me disais, mais non, ça ne lui ressemble pas. Il est toujours là, Pépé, il est hyper ponctuel, il est hyper carré, donc c'est pas le genre. Mais voilà, donc on est dans un changement de choses, de vie, de mélange. Et donc, c'est important, de par toutes ces histoires qu'on raconte, d'expliquer que aimer, c'est aussi laisser l'autre finalement être qui il est, l'espace qu'on doit lui laisser pour vivre. Et vous le reflétez bien chacune avec vos histoires, parce que vous avez vu chacune, entre guillemets, à pardonner au poids de la famille, l'histoire, et à vous construire avec qui vous êtes et ce qu'on vous a donné, hein, et à avoir finalement plusieurs vies qui sont aussi le cumul de tous ces moments où vous cherchez, mais qui font aussi la beauté de qui vous êtes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de regret. Au contraire, je rêve encore de voir vos autres vies ces prochains mois. Et la dernière question est là. Donc, Sylvie, tu as le droit de le dire dans la langue que tu veux. Pour le coup, tu as cette liberté. Et pareil, Déborah, comme tu veux, si tu as envie. Je demande à tout le monde, donc, vous êtes invité dans cette émission donc, de l'association Les Lumidacieuses, communauté de femmes lumineuses et audacieuses. Et j'aimerais bien avoir votre mot de la fin sur, finalement, lumidacieuse, pour vous, ça veut dire quoi? Donc, est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une expression? Est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce que vous ressentez quand maintenant je vous dis que j'étais ravie de vous accueillir et que vous êtes des lumidacieuses, parfaites lumidacieuses, et je suis ravie de ce moment avec vous. Pour moi, quand tu m'avais invitée pour la première fois de faire un échange avec vous, c'était une agréable surprise. Et pour moi, lumidacieuse, c'est mettre en lumière des personnes qui sont authentiques, qui osent faire des choses à leur manière. Donc, le côté authentique, c'est ça qui rend la personne lumineuse. Et ensuite, audacieuse, en fait, je me dis, essayer, c'est éviter d'avoir des regrets. Moi, j'ose parce que je n'ai pas envie d'avoir de regrets. À chaque fois, je me dis, il y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué, enfin, il y avait un livre qui m'avait beaucoup marqué, c'est à 80 ans, si tu fais le bilan de ta vie, qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi? Et donc, c'est surtout pas avoir passé 70 heures à travailler dans un travail de bureau. Non, moi, j'avais déjà réfléchi à ça et j'avais envie de créer des choses qui ont un impact social, qui laissent une pierre pour les générations futures. Mais je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Et maintenant, j'ai découvert que c'était les livres, mais ça aurait pu également être autre chose. Voilà. Merci. Moi, je vais garder la notion de liberté. Je trouve que c'est un bon shaker dans la liberté de la femme, de nous laisser notre lumière par rapport à beaucoup de femmes qui sont opprimées. On n'a même pas besoin d'aller dans des pays très loin, même en France. Il y a un manquement de liberté à la femme encore, sans être une féministe extrême, mais il y a un manquement de liberté. L'audace, malheureusement, encore
trop de moments et trop d'endroits. L'audace est encore une liberté qu'on doit gagner. Donc, ton expression, elle est très belle parce que je pense que ça nous donne encore cette notion d'extrême liberté d'être qui on est, quel que soit ce qu'on est, d'où on vient. Très bien. Merci beaucoup, Déborah et Sylvie, d'avoir été connectées avec nous aujourd'hui. Comme je le dis, et c'est mon mot de la fin, ensemble, soyons aussi lumineux qu'un phare. Donc, Luminacieusement Connectées, c'est fini. Merci à nos invités. Merci à vous. Et puis, on vous retrouve dans un prochain numéro avec d'autres femmes luminacieuses. Merci. Merci.